Le diagnostic en neuropathologie procède, comme beaucoup de diagnostics d'ailleurs, mais encore plus dans le cas particulier, de trois axes complémentaires, contributifs, axe clinique d'un côté, axe lié aux circonstances d'apparition, donc à l'épidémiologie, et un axe relativement réduit qui est lié aux examens complémentaires, en tout cas relativement réduit lorsqu'on considère les examens complémentaires du vivant de l'animal. Donc l'examen clinique a pour objectif de définir au plus près, au plus précisément possible, l'affection dont souffrent les bovins. Donc sur cette diapositive, vous avez un simple rappel des différentes structures nerveuses et en particulier des structures de l'encéphale. Je ne détaillerai pas ces éléments, ils seront repris au fur et à mesure. Je pense que le plus important, c'est d'abord de fixer les objectifs de l'examen clinique. Et parmi ces objectifs, le premier, qui paraît peut-être le plus évident, mais qui est sans doute dans beaucoup de cas le plus difficile et celui qui est susceptible d'apporter le plus d'erreurs en termes de conclusion, eh bien, le premier de ces objectifs, c'est est-ce qu'il s'agit d'une affection nerveuse ? Alors pourquoi se poser cette question ? Eh bien parce que un certain nombre de symptômes vont se traduire de façon très proche selon qu'il s'agit d'affections locomotrices, en particulier musculo-squelettiques, podales, qui vont avoir un impact en particulier sur la locomotion, mais pas uniquement. Des affections oculaires qui vont avoir un effet sur le comportement, donc des modifications de comportement qui pourraient être prises comme des manifestations, qui pourraient être interprétées comme des manifestations d'une atteinte nerveuse au sens strict, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une lésion oculaire. Et également des affections diverses, alors je vais en citer deux. La très classique réticulite par corps étranger, qui va provoquer une modification de l'attitude, éventuellement du comportement, en lien avec la douleur. Là encore, symptômes qui pourraient être interprétés comme une atteinte, comme ayant pour origine une atteinte nerveuse, mais aussi une affection qui est plutôt du domaine de l'appareil respiratoire, en particulier une sinusite frontale, post-écornage, qui là encore va induire des modifications d'attitude, des modifications de comportement, tous symptômes qui pourraient être initialement interprétés comme une affection nerveuse. Donc, cette première question qui paraît un truisme s'avère l'élément clé, en tout cas pour ce que je crois, de la démarche diagnostique pour éviter les grosses erreurs en matière de diagnostic clinique. La deuxième étape, plus classique, c'est quelle est la localisation des troubles nerveux. Et là, il faut aussi dichotomiser cette question en deux sous-questions, en deux sous-axes. Première sous-question, s'agit-il d'une atteinte de l'encéphale ou bien s'agit-il d'une atteinte de la moelle épinière et des nerfs périphériques? Autrement dit, on fixe une frontière au trou occipital. Donc, d'un côté, atteinte de l'encéphale, de l'autre côté, atteinte de la moelle épinière. Alors évidemment, et vous le savez, eh bien, il y a des affections nerveuses qui vont concerner l'intégralité du névraxe, c'est-à-dire toute la partie nerveuse qui est enveloppée dans la boîte osseuse, c'est-à-dire encéphale et moelle. Bon, alors, évidemment, dans ce cas, la question aura beaucoup moins de sens. Mais dans beaucoup de cas d'affection nerveuse, eh bien, l'atteinte est exclusivement limitée à l'encéphale ou, en tout cas sur le plan symptomatique, exclusivement limitée au segment médulaire ou au nerf périphérique. La deuxième sous-question, ou le deuxième sous-axe, et en particulier s'il s'agit d'une atteinte de l'encéphale, eh bien, c'est d'essayer de définir dans les différentes structures de l'encéphale
quelle est celle qui pourrait être préférentiellement atteinte. Alors, le cervelet, le système vestibulaire, le cortex. Bon. C'est une étape qui, chez les bovins, reste relativement difficile et complexe. Sur cette diapositive, bien, le tableau présente les relations entre troubles nerveux, principaux groupes de troubles nerveux, et l'origine anatomique potentielle de ces troubles nerveux. Donc les principaux groupes de troubles nerveux eh bien, sont liés à la locomotion, à la vigilance et au comportement, à l'attitude et la posture et aux réflexes spinaux. Et on essaiera d'associer les anomalies, donc les symptômes, avec des structures nerveuses de l'encéphale, le cerveau, donc les hémisphères cérébraux, le cervelet, le tronc cérébral et les nerfs crâniens, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Cet examen clinique va être conduit d'abord à distance, puis de manière rapprochée. Donc, dans l'examen clinique à distance, le premier grand groupe de symptômes concerne l'état de vigilance, c'est-à-dire la réactivité à l'environnement avec l'élaboration d'une activité consciente. Les bases anatomiques sont la formation réticulée et le cortex cérébral. Donc voici par exemple une modification très nette de la vigilance. Vous voyez sur cette vache ses yeux mi-clos, la bouche étant légèrement entrouverte avec une légère protrusion de la langue. Et dans le cas particulier, eh bien, c'était associé à un abcès para-hypophysaire. Donc les anomalies de vigilance peuvent être en hyper ou en hypo, donc avec un abattement marqué qui peut aller jusqu'au coma, mais également des syncopes ou des situations assez rares de narcolepsie, cataplexie. Le deuxième groupe important concerne le comportement. Et le comportement est associé à un dysfonctionnement du système limbique qui a son origine dans le télencéphale, le diencéphale et le mésencéphale. Donc un exemple de comportement anormal avec un taurillon qui pousse au mur, donc il est appuyé sur une cloison et là aussi eh bien, vous pouvez observer une protrusion de la langue et dans le cas particulier il s'agissait très vraisemblablement d'une listériose. Troisième groupe eh bien, concerne l'attitude et la posture, donc avec une position de l'animal au repos et une aptitude à retrouver sa position normale qui va dépendre de lésions de l'encéphale avec deux sous-structures importantes que sont le système vestibulaire et le cervelet. Donc sur cette brebis, eh bien, une attitude particulière qui est qualifiée d'opistotonos, donc de tête rejetée en arrière, et qui est très fréquemment observée lors de nécrose du cortex cérébral. Attitude différente cette fois-ci, avec une procidence de la troisième paupière, dans un cas de tétanos, ou une queue que l'on qualifie en bras de pompe, c'est-à-dire qui est écartée, qui s'écarte de l'anus, et que l'on va également observer lors de tétanos. Sur cette diapositive, eh bien, vous voyez une inclinaison marquée de la tête sur cette vache adulte. Cette inclinaison de la tête étant associée à un syndrome vestibulaire, donc avec des lésions d'encéphalite tronculaire et dans le cas particulier en relation avec une listériose. Inclinaison de la tête toujours, mais cette fois-ci sur un petit veau brune des Alpes, toujours un syndrome vestibulaire, mais dans le cas particulier avec une atteinte de l'oreille moyenne, donc une otite moyenne, et toujours dans le cas particulier, associée à l'infection par Mycoplasma bovis. Attitude différente, avec une encolure qualifiée en S, donc en forme de S, sur une vache en décubitus permanent, et associée donc à une hypokaliémie sévère, dans le cas particulier,
consécutive à une stéatose hépatique également sévère. Quatrième groupe de symptômes importants, ce sont les symptômes liés à la démarche et à la locomotion. Et vous voyez que les bases anatomiques qui sont impliquées dans la démarche et la locomotion sont très nombreuses. Le cortex, la formation réticulée, le cervelet, l'appareil vestibulaire, la moelle épinière, mais aussi l'arc spinal. Donc en gros, tout le système nerveux peut être impliqué. Alors, on distingue habituellement deux grands groupes d'anomalies. Le premier que l'on qualifie d'ataxie, c'est-à-dire d'incoordination motrice ou de dysmétrie, qui correspond à une altération des voies sensitives, en particulier proprioceptives. Et le deuxième, donc, qui correspond à ce que l'on appelle une parésie, qui peut aller jusqu'à la paralysie et qui concerne les voies motrices. Alors en pratique, et lorsque l'on parle des symptômes, c'est-à-dire de l'animal malade, il peut être relativement compliqué de distinguer précisément une parésie d'une ataxie. Alors, il y a des cas où c'est très aisé, mais dans d'autres situations, c'est un petit peu plus compliqué et donc on sera amené à évoquer indifféremment une parésie ou une ataxie. Alors voilà un exemple presque caricatural d'ataxie sur un jeune agneau. Et les symptômes d'ataxie sont tellement marqués qu'ils ont conduit à la dénomination de la maladie, puisque l'on parle d'ataxie enzootique de l'agneau. Et dans le cas particulier, c'est associé à une carence en cuivre congénitale, c'est-à-dire qui a été liée à une carence très sévère observée pendant la gestation donc, de la brebis à l'origine de ces agneaux. Cinquième élément, ce sont les mouvements anormaux. Dans ces mouvements anormaux, eh bien, on en distingue deux grands types, les tremblements et les myoclonies. Donc, voilà tout ce que l'on peut observer lors de l'examen à distance. À l'examen rapproché, eh bien, un certain nombre de symptômes vont pouvoir également être détectés, en particulier en lien avec une atteinte des nerfs crâniens. Et sur les diapositives suivantes, eh bien, il y a mis en évidence la relation entre certains symptômes et puis les structures impliquées dans le tronc cérébral ou éventuellement dans la partie donc, du nerf périphérique. Donc, je vais en citer quelques-uns. Position de la tête, eh bien, ce sera associé, nous l'avons vu précédemment, à une atteinte du 8, donc du vestibulo-cochléaire ou une atteinte du cervelet. Des anomalies concernant les muscles de la face ou la symétrie de la face, eh bien, c'est lié au nerf 5, donc au trijumeau. La position des oreilles est liée au nerf trijumeau ou au nerf intermédio-facial, c'est-à-dire le 7, et ainsi de suite. On peut décliner donc l'ensemble de ces symptômes et les relier à une atteinte particulière des nerfs crâniens, soit dans leur position nucléaire, c'est-à-dire dans le tronc cérébral, soit nerfs crâniens lors de lésions périphériques. Alors, des exemples sur une vache avec une hémiplégie faciale droite, donc avec une atteinte du nerf intermédio-facial, dans le cas particulier associé à une listériose, donc à une atteinte tronculaire, donc du noyau en fait du 7. Sur cette diapositive, vous voyez une ptose de la paupière supérieure associée à une kératite, à de la chassis, et ces symptômes sont expliqués par une paralysie du nerf 7, paralysie du nerf 7 qui, comme précédemment, est due à une atteinte du noyau de l'intermédio-facial, donc associée à une listériose, donc dont la localisation, la multiplication des listérias se faisant principalement dans le tronc cérébral.
Alors toujours une listériose, mais cette fois-ci avec d'autres troubles nerveux et d'autres atteintes des nerfs crâniens que précédemment, avec en particulier ce que l'on appelle une mandibule pendante, vous voyez la bouche ouverte, une brebis tarasconnaise qui fait magasin et donc encore associée à une listériose, donc avec une atteinte du tronc cérébral. L'examen de la vue, donc tout ce qui concerne l'œil, la vision, mais également les paupières, la position de l'œil, ses mouvements, la taille et la symétrie de la pupille, les réflexes de clignement à la menace, le nystagmus, les réflexes pupillaires photomoteurs, les réflexes cornéens, sont des examens à réaliser impérativement et dont vous voyez dans la partie droite du tableau quelles sont les structures impliquées. Alors pour les mouvements du globe oculaire, eh bien, il existe des nystagmus pendulaires, donc qui sont des oscillations. Lorsque la vision est normale, l'atteinte est cérébelleuse. Lorsque la vision est abolie, donc lorsque l'animal ne voit pas, et c'est quelquefois difficile à mettre en évidence, eh bien, il s'agira plutôt d'une atteinte rétinienne ou d'une atteinte du nerf optique. Lors de nystagmus avec phase lente et rapide, eh bien, l'atteinte pourra être vestibulaire ou cérébelleuse. Et dans le vestibulaire, il pourra s'agir soit d'une atteinte centrale, c'est-à-dire dans le tronc cérébral, soit d'une atteinte périphérique. Les réflexes de clignement à la menace sont importants à considérer. Il faut être très précautionneux dans la manière dont on les met en œuvre, en sachant que les veaux nouveau-nés ont des réflexes de clignement à la menace qui la plupart du temps sont absents ou lents, donc pendant quelques heures à quelques jours après la naissance. Et une fois que l'on a dépassé ce stade, eh bien, il faut prendre garde à ne pas provoquer de déplacement d'air, à ne pas toucher les cils ou les paupières pour que la validité de ce réflexe de clignement à la menace soit parfaitement établie. Le réflexe pupillaire photomoteur direct eh bien, consiste en un rétrécissement du diamètre pupillaire lors d'éclairage intense et ipsilatéral. Le réflexe consensuel est très difficile, pour ne pas dire impossible, à mettre en évidence chez les bovins. Donc ces réflexes oculaires doivent permettre d'évaluer la vision, mais doivent permettre également de définir un certain nombre de localisations des structures nerveuses atteintes. Ainsi, lors de vision conservée et de réflexes de clignement à la menace absents, ce qui est une situation au total fort rare, eh bien, on peut évoquer une atteinte cérébelleuse. Lors de vision abolie, elle peut être avec lésion oculaire, et dans ce cas-là, le réflexe de clignement à la menace sera négatif et le réflexe pupillaire photomoteur également négatif. C'est ce que l'on aura par exemple lors de carences en vitamine A. Et sans lésion oculaire, c'est ce qui caractérise une amorose. Et dans ce cas-là, lors de l'amorose, le réflexe de clignement à la menace est négatif, mais le réflexe pupillaire photomoteur est positif. Et c'est ce qui permet en particulier de différencier ces perturbations, ces cécités, donc liées à une carence en vitamine B1 ou nécrose du cortex et des carences en vitamine A. Toujours dans l'examen de l'œil, l'examen du fond d'œil peut apporter des éléments fort intéressants lorsque l'on va constater des œdèmes ou une hémorragie ou éventuellement une atrophie rétinienne. Donc sur cette diapositive, eh bien, vous voyez une dilatation pupillaire très forte avec un réflexe pupillaire photomoteur négatif et donc associé à une carence en vitamine A. Les causes d'amorose sont plurielles: nécrose du cortex, intoxication par le sodium, intoxication par le plomb, mais aussi un certain nombre d'encéphaloses hépatiques, d'hypoglycémie ou de situations dans lesquelles il y aura un édème cérébral ou une méningite. Enfin, toujours dans cet examen rapproché, eh bien, il faudra évaluer les réactions posturales et en particulier le positionnement proprioceptif.
Donc vous voyez que sur ce veau blonde d'Aquitaine, il y a un déficit proprioceptif bilatéral, la flexion du boulet n'est pas suivie d'un redressement spontané par l'animal, et les lésions qui sont à l'origine de ce déficit proprioceptif sont des lésions d'axonopathie qui sont d'origine génétique, donc avec une apparition qui est congénitale ou légèrement différée, c'est-à-dire observée quelques jours après la naissance. Les réflexes médulaires correspondent à une réponse motrice à un stimulus avec une intégration minimale du système nerveux central. Donc ces réflexes tendineux, chez les bovins, sont réservés à des animaux de petite taille. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de réaliser ces réflexes tendineux sur des vaches adultes. Il faut de surcroît réaliser ces réflexes tendineux uniquement sur le membre superficiel, notamment lorsque l'animal est couché depuis longtemps. Parce que dans ce cas, le réflexe tendineux sur le membre profond sera irrémédiablement diminué ou aboli, tout simplement à cause d'une forme d'ankylose. Alors, ces réflexes tendineux sur le membre postérieur, c'est essentiellement le réflexe patellaire, et sur le membre antérieur, c'est le réflexe tricipital. Réflexe cutané du tronc, qui est un réflexe polysynaptique, lorsque vous piquez la peau ou lorsque vous provoquez un stimulus douloureux, donc avec une pince hémostatique par exemple, vous allez observer normalement une contraction des possiers, et si les possiers ne se contractent pas, ce réflexe sera considéré comme aboli. Réflexe de retrait des membres, qui est un réflexe polysynaptique, là aussi on applique un stimulus douloureux sur la couronne ou dans l'espace interdigital. Et là, comme précédemment pour le réflexe tendineux, on ne le fera que sur le membre superficiel, si tant est que l'animal est couché depuis plusieurs heures. Et normalement, l'animal fléchit le membre et la tête se tourne vers la zone de douleur. Enfin, dernier de ces réflexes médulaires, c'est le réflexe périnéal. Là encore, le stimulus douloureux est appliqué en zone anale ou péri-anale et doit aboutir, lorsque le réflexe est conservé, à une contraction de l'anus et à un plaquage de la queue sur l'anus. Donc sur cette diapositive, c'est un taurillon limousin pour lequel la queue est paralysée, le réflexe périnéal est négatif. Par ailleurs, il y a une distension de la vessie et de l'ampoule rectale. Le décubitus, sur cet animal-là, était permanent. Donc, quelquefois, il peut être intermittent. Et l'ensemble de ces données caractérise un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire une atteinte médulaire distale, et qui, dans le cas particulier, était associée ou liée à une fracture des vertèbres lombo-sacrées. Dernier point concernant les nerfs des membres thoraciques, c'est les modifications que vous pouvez observer en fonction des différents nerfs qui innervent donc les membres thoraciques ou sur cette diapo les membres pelviens. Donc sur ces diapositives, une flexion sévère du boulet avec appui sur la sole de l'onglon, une flexion modérée du jarret qui caractérise une paralysie du tibial. Donc sur des vaches laitières en début de lactation épuisées par la production, c'est quelque chose qui est relativement fréquent et dont on comprend mal le mécanisme et dont on comprend mal donc la physiopathologie. Donc, cet examen clinique qui peut paraître fastidieux est néanmoins indispensable pour bien préciser les symptômes majeurs présents sur l'animal, avec donc la réponse
aux deux questions initiales qui étaient posées. S'agit-il d'une affection nerveuse? Et si oui, cette affection nerveuse siège-t-elle sur l'encéphale ou sur le segment médulaire ou nerf périphérique? Donc fastidieux certes, mais indispensable si l'on veut obtenir un diagnostic relativement précis. Je dis bien relativement précis. Le deuxième axe contributif qui est essentiel et au moins aussi important que l'examen clinique, c'est l'analyse des circonstances d'apparition. Parce qu'à partir de ces circonstances d'apparition, eh bien, vous allez pouvoir émettre un certain nombre d'hypothèses, concernant la probabilité, donc la fréquence d'affection ou de maladie par rapport à d'autres. Et donc c'est ce qui va permettre de rentrer plus précisément dans ce que l'on est convenu d'appeler un diagnostic différentiel. Alors, quelques exemples, parce qu'on ne peut pas, évidemment, dans le temps imparti, balayer l'ensemble, comme je vous l'ai dit initialement, des maladies, des syndromes ou des affections nerveuses. Bien, le système d'élevage va avoir évidemment un impact, notamment en relation avec l'alimentation et l'âge. Alors, par exemple, pour ce qui est de l'alimentation, lorsqu'on est au pâturage, eh bien, la possibilité d'intoxination par des toxines trémorgéniques, ce que l'on appelle les ataxies dues au raie gras, eh bien, sont possibles alors qu'on ne les observera pas sur des animaux qui sont en stabulation et qui ne consomment pas donc l'herbe qui en l'occurrence est contaminée par des champignons, lesquels provoquent la production de toxines qui vont donc elles-mêmes être à l'origine de ces symptômes nerveux. Deuxième exemple, encore sans exhaustivité, c'est la paralysie due aux tiques. Eh bien, sur un animal qui a, entre guillemets, bonne tête, mais qui est paralysé, sans anamnèse de chevauchement, de traumatisme, et lorsque cet animal est couvert de tiques, alors il n'est pas nécessaire qu'il y ait un très très grand nombre de tiques, mais dans l'expérience que j'en ai, l'infestation est quand même très marquée en général, eh bien on se doit d'évoquer cette hypothèse de paralysie due aux tiques, et le traitement qui vise à éliminer les tiques eh bien, va conduire, s'il est mis en place assez précocement, à une guérison et une amélioration en tout cas très rapide. Autre exemple, mais cette fois-ci, lorsqu'on est dans un système plutôt de stabulation, eh bien, c'est l'existence d'alimentation, enfin, c'est une alimentation à base de fourrage, d'ensilage et d'enrubanné, donc de fourrage particulier, au mode de conservation particulier, qui sont, vous le savez, eh bien, une des conditions très fréquentes d'apparition de la listériose. Alors par exemple, il faudra être attentif, dans le cas particulier, à bien analyser les circonstances dans lesquelles surviennent les troubles. Pourquoi? Eh bien parce que très fréquemment, la listériose survient sur des animaux qui sont en fait à la jonction étable-pâturage, c'est-à-dire qui éventuellement ont encore une part d'ensilage dans la ration, mais aussi une part d'herbe. Très fréquemment, ces listérioses surviennent lorsqu'on arrive en fin de silo. Bon, les explications sont assez faciles à comprendre. Fin de silo, moindre consommation, avancée du front d'attaque beaucoup plus réduite et de ce fait, réoxygénation de ce front d'attaque et prolifération de Listeria monocytogenes. Donc il faudra prendre en considération de manière pratique et sur le plan diagnostique le délai entre la fin d'une alimentation à base d'ensilage par exemple ou d'enrubanné et l'apparition des troubles, sachant que l'incubation est classiquement considérée au maximum de l'ordre de 3 à 4 semaines. Donc il est assez fréquent d'avoir des animaux qui sont au pâturage, exclusivement au pâturage, mais qui
dans les 8 ou 10 jours précédents, était encore en train de consommer de l'ensilage ou de l'enrubanné, ce qui laisse parfaitement ouverte l'hypothèse d'une listériose. La morbidité va être évidemment aussi importante à considérer. Donc, très souvent, les affections nerveuses ou les syndromes nerveux sont sporadiques. Et donc, ce n'est pas ça qui permettra de se diriger, en quelque sorte, dans le dédale du diagnostic différentiel. Mais certaines affections sont exclusivement sporadiques. Il s'agit en particulier de tumeurs, d'abcès, en particulier d'abcès parahypophysaires, d'entorses vertébrales lors de la mise au pré, consécutif donc à un chevauchement. Et lorsque plusieurs cas sont possibles, alors là, en revanche, c'est quelque chose qui est important à considérer parce que ça ouvrira la possibilité de toxiques ou d'hypothèses infectieuses possibles. L'âge. L'âge est un point indispensable à considérer. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines affections ne sont observées que dans certaines tranches d'âge, ou en tout cas sont tellement fréquentes dans cette tranche d'âge que la valeur prédictive positive s'en trouve évidemment accrue. Alors, quelques exemples. Sur un veau nouveau-né, donc de moins de 3 semaines, qui est nourri exclusivement avec du lait, il n'y a pas de possibilité de carence en thiamine. En revanche, devant des symptômes qui pourraient évoquer une nécrose du cortex, il faudra plutôt penser à une hypernatrémie, donc une hypernatrémie elle-même consécutive à de la diarrhée ou favorisée par un traitement de diarrhée qui a donc conduit à cette accumulation de sodium. Il faudra penser aussi, dans un certain nombre de cas, à une possible acidose métabolique. En fait, la carence en thiamine, donc à l'origine de nécrose du cortex, ne sera observée que sur des veaux à rumen fonctionnels, donc près du sevrage ou après sevrage. Lorsque l'on considère la tranche d'âge jeune bovin, eh bien, il y a un certain nombre d'affections qui sont quasi exclusivement observées sur ces animaux. Il s'agit de la carence en vitamine A, de la nécrose du cortex cérébral, de la coccidiose nerveuse, même si c'est un petit peu moins fréquent, et surtout de la méningoencéphalite thrombosante à Histophilus somni. Enfin, et vous le savez, eh bien, un certain nombre de maladies ne sont observées que chez l'adulte, notamment parce que la durée d'incubation est très longue. C'est le cas de la vache folle, donc de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou c'est le cas parce que la maladie elle-même, qui est une maladie métabolique, est en relation avec la production laitière. Donc c'est le cas par exemple des hypocalcémies vitulaires. Ces hypocalcémies vitulaires, rares sur des vaches en 2e lactation, sont la plupart du temps observées sur des vaches en 3e lactation et plus, et peuvent être considérées comme exceptionnelles, voire impossibles à observer sur des vaches en 1re lactation. Sur cette diapositive est représentée une vache qui en fait est atteinte de botulisme. Or, sur un plan clinique, le botulisme ressemble à s'y méprendre à une hypocalcémie. La différence, qui est une différence majeure, c'est que le botulisme va survenir à n'importe quel stade de lactation, alors que l'hypocalcémie va être très fortement centrée sur la mise bas. Donc la notion de stade physiologique devant le même syndrome clinique va être très important à considérer dans le diagnostic différentiel. L'évolution des troubles cliniques est importante aussi à prendre en considération, évolution qui concerne la durée. Donc lors d'affections suraiguës, eh bien, il y aura des suspicions assez fréquentes d'intoxication,
Alors, pas uniquement, mais ça fait partie des suspicions à émettre. À l'inverse, eh bien, vous savez que certaines maladies ont une évolution qui est exclusivement chronique. C'est le cas par exemple de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Les modalités d'apparition sont importantes à prendre en considération, suivant que le point de départ est brutal ou progressif. Enfin, le décours des symptômes peut également apporter des éléments intéressants dans le diagnostic différentiel. L'évolution récurrente par crise eh bien, est observée lors d'épilepsie, mais par exemple sur des veaux de lait, va être caractéristique d'une tétanie hypomagnésienne. Chez la vache laitière adulte, cette évolution par crise, ou en tout cas avec une aggravation et puis une rémission, même si elle n'est pas complète, eh bien, va être caractéristique de cétose nerveuse. Le troisième élément important, le troisième axe, ce sont les examens complémentaires. Mais peut-être que comparativement à d'autres maladies ou à d'autres syndromes, ces examens complémentaires vont jouer un rôle plus réduit dans le diagnostic final. Un examen complémentaire qu'il serait souhaitable de mettre en œuvre, c'est l'analyse du liquide cérébro-spinal. La ponction lombaire est très facile à réaliser, la ponction atlo-occipitale est un petit peu plus délicate, mais peut être réalisée malgré tout. Dans la plupart des cas, il est possible d'évaluer la protéinorachie, donc à l'aide d'une bandelette urinaire, et également d'évaluer, de dénombrer les cellules, et en particulier les globules blancs. Alors on peut fixer un seuil de normalité en dessous de 6 à 10 globules blancs par millimètre cube. En revanche, ce qui va être souvent difficile à mettre en œuvre en élevage ou en tout cas dans les cabinets vétérinaires, c'est la formule de ce liquide, des cellules présentes dans le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal, parce qu'elle nécessite de réaliser une cytocentrifugation, et cette cytocentrifugation doit être mise en œuvre dans un laps de temps bref entre le prélèvement de l'échantillon et son analyse. Une abondance de neutrophiles suggérera une infection bactérienne, une abondance de monocytes ou de macrophages eh bien, suggérera plutôt une inflammation non spécifique ou une inflammation virale. Sur l'animal vivant, différents examens complémentaires peuvent être mis en œuvre, en particulier pour l'exploration des troubles métaboliques, avec l'exploration d'acidose métabolique, d'hypocalcémie, d'hypokaliémie, d'hypernatrémie, des tests spécifiques et pour mémoire, eh bien, je citerai la coproscopie qui permet d'évaluer l'infection par des coccidies, en particulier par Emeria zurnii, responsable de coccidiose nerveuse. Enfin, et pour terminer, sur l'animal mort, il faut savoir que les lésions macroscopiques susceptibles d'apporter le diagnostic, de conclure en termes diagnostiques, sont relativement rares. On peut en observer lors de méningoencéphalites thrombosantes, lors de tumeurs, d'abcès, éventuellement lors de nécrose du cortex. En revanche, les lésions microscopiques sont d'un intérêt majeur que l'on ne soulignera jamais suffisamment. Ces lésions microscopiques permettent en effet, dans beaucoup de cas, d'orienter le diagnostic et dans un certain nombre de cas très importants, par exemple la listériose, par exemple la nécrose du cortex, pour ne citer que des maladies fréquentes, eh bien, ces lésions microscopiques permettront à elles seules d'établir le diagnostic. Donc, exemple sur ces diapositives, une triade qui associe une uvéite, une arthrite fibrineuse et une méningite, eh bien, est une triade fréquente qui est la conséquence en fait d'une bactériémie néonatale. Je vous parlais de lésions de méningoencéphalite thrombosante, donc lésions macroscopiques dans la partie haute et gauche
de la diapositive et lésions microscopiques dans la partie droite. Bon, un abcès cérébral, eh bien évidemment, est facile à identifier une fois que l'on a extrait l'encéphale. Donc c'est toujours la même image d'abcès cérébral, mais cette fois-ci vidé de son contenu. Et enfin, les lésions microscopiques, donc sur des coupes de tronc cérébral colorées à l'émalin-éosine, classiquement, eh bien, permettent le diagnostic des lésions, des affections et des syndromes nerveux, et en particulier un diagnostic avec une très très grande fiabilité de la listériose. Donc le seul inconvénient de ces lésions microscopiques, eh bien, c'est qu'il faut, et c'est un inconvénient que je ne néglige pas, c'est qu'il faut décérébrer, donc enlever l'encéphale, l'extraire de la boîte crânienne, ce qui peut être relativement compliqué pour quelqu'un qui ne le fait pas de manière régulière. Et le deuxième inconvénient est lié sur les vaches adultes à la nécessité de préserver l'encéphale pour les tests de dépistage de l'ESB. Je vous remercie de votre attention.